Alors beaucoup de colère, beaucoup d'étonnement aussi, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de questions qu'on a dû répondre avec les moyens qu'on avait justement par rapport à ce texte. Après le faux départ la semaine dernière de la réforme du RNS, l'inquiétude se répand. Faut-il craindre une hausse des loyers? La réforme du régime des non-salariés cible désormais les revenus immobiliers. Les propriétaires et les agences immobilières se préparent à l'impact. C'est à la une de ce journal. Dans notre page spéciale municipale ce soir, sécurité du scrutin et garantie contre la fraude. Comment est protégée la sincérité de vos votes? Nous verrons aussi avec notre journaliste Sophie Guébel quel est le véritable rôle du maire. Le bilan de l'État en mer, surveillance et protection de près de 5 millions de kilomètres carrés d'océan, entre sauvetage record et lutte contre le narcotrafic. Focus sur le bilan 2025 de l'action de l'État en mer en fin de journal. Bonsoir à tous. Le procès de la misère humaine a débuté ce matin aux assises. Un sans-abri de 56 ans souffrant de schizophrénie est jugé pour avoir tué un autre SDF à Papeete en 2023. La victime avait 70 ans. Malgré la vidéosurveillance, l'accusé multiplie les versions contradictoires. L'accusé risque 15 ans de réclusion. Le compte-rendu de Sam Teinaouri. Depuis son interpellation jusqu'à aujourd'hui, l'accusé affirme qu'il n'a pas frappé la victime. Cependant, quelques mois avant le drame, l'accusé avait violemment frappé la victime parce qu'il faisait trop de bruit. La victime âgée de 70 ans avait bénéficié d'une ITT de 21 jours. Les deux hommes partageaient un abri de fortune dans un parking du centre-ville de Papeete. Et ce dossier met vraiment en lumière la misère sociale qu'on retrouve en Polynésie et dont souvent on ne parle pas. Et qui est quelque part d'actualité. Ça tombe au même moment que ce reportage au FIFO sur ce sujet-là, où la plupart des gens ferment les yeux sur cette situation catastrophique aujourd'hui, et ce sont vraiment les oubliés de la rue, de la société. Le jour du drame, la victime était inconsciente, ensanglantée mais toujours vivante. Il a été pris en charge plusieurs heures après avoir été frappé. Il est décédé 4 jours après à l'hôpital des suites de ses blessures. L'accusé a effectué plusieurs séjours en hôpital psychiatrique pour des troubles mentaux. Il bénéficie d'une aide financière mensuelle de 80 000 francs, mais il arrive parfois qu'il n'arrive pas à payer ses médicaments. Tout cela nous ramène, j'allais dire, à une pauvreté intellectuelle, à des troubles psychiatriques qui sont parfois totalement, j'allais dire, diagnostiqués, mais dont l'accompagnement n'est pas forcément suffisant. L'accusé risque 15 ans de réclusion criminelle, mais si l'absence de discernement est retenue par la Cour, sa peine pourrait être diminuée pour une prise en charge psychiatrique. À la fin de sa peine, il pourrait retourner à la rue. Ce drame s'est produit il y a 3 ans au fond de ce parking où personne n'a rien vu, rien entendu. Au matin, le corps de la victime a été traîné jusqu'au bord de la route. Il y a eu des passants et des automobilistes qui l'ont vu, mais qui n'ont rien fait. Une seule personne a vu que la victime était ensanglantée et inconsciente et a alerté les secours. Elle n'a pas attendu la projection d'un film documentaire ou une publication sur les réseaux sociaux pour voir cet être humain agonisant. Devrez-vous cotiser davantage à la CPS? C'est l'inquiétude de nombreux actifs depuis la réforme du régime des non-salariés. Si le texte touche tous les indépendants, ce sont les revenus locatifs qui cristallisent les tensions, faisant craindre une hausse des loyers. C'est le dossier de ce soir, Athéna Milcam et Esther Cuneo. Des centaines de messages reçus sur les réseaux sociaux. Cette agence immobilière s'est lancée dans la vulgarisation d'une récente loi du pays qui fait réagir, la réforme du régime des non-salariés, le RNS. Un texte qui élargit l'assiette des cotisations en y intégrant notamment les recettes de location. Mais il oblige surtout de nombreux salariés et retraités à s'affilier aussi au RNS, avec un taux de cotisation qui, selon le barème RNS, avoisine les 10%. Moi je dirais qu'elle touche pratiquement tout le monde, au moins 80% de nos clients. Je dirais que ça représente 2 studios en ville ou une maison familiale. Concrètement, doivent désormais s'affilier au RNS les salariés et retraités qui disposent d'un ou de plusieurs biens immobiliers à louer lorsque leur recette nette dépasse 3 600 000 francs par an, soit 300 000 francs par mois. Les recettes nettes
C'est le brut moins le crédit et l'assurance emprunt ou, à défaut, une déduction forfaitaire de 20% du brut annuel. Attention, sont aussi concernés les salariés et retraités qui touchent plus de 3 600 000 francs de dividendes par an. Les dividendes, ce sont une part des bénéfices qu'une société décide de verser à ses actionnaires ou associés. Un plafond d'assiette devrait toutefois être fixé par arrêté du Conseil des ministres. Cette réforme vise notamment à augmenter les ressources de la CPS, une logique qui interroge les professionnels de l'immobilier. Moi, ce qui m'intéresse évidemment, c'est l'impact sur la dynamique en matière d'investissement et la dynamique en ce qui concerne le logement. On sait que c'est un sujet particulièrement sensible en Polynésie. De taper sur les investisseurs, locatifs en particulier, ça se réfléchit, ça se discute, je ne suis pas convaincu. Car les risques sont réels, ces cotisations s'ajoutent à l'impôt foncier, aux charges de copropriété et aux charges d'emprunt. Un sentiment de double peine se fait donc ressentir. Dès qu'on fiscalise un peu plus l'immobilier, le propriétaire va répercuter cette fiscalité sur les loyers. Nécessairement, ça peut entraîner une augmentation des loyers, ce qui est contraire à l'objectif de permettre une accession moins chère au logement. Il y a une autre conséquence, c'est qu'à partir du moment où on surfiscalise, les personnes qui investissaient dans l'immobilier vont se détourner vers d'autres produits, placer leur argent ailleurs. L'immobilier n'est pourtant pas le seul secteur concerné. Les locations de biens meublés à titre occasionnel entrent aussi dans le viseur, comme la location de voitures, d'outils ou de vêtements. Pour ces activités, le seuil annuel est fixé à 1 200 000 francs. Sachez que nous avons sollicité le ministère de la Santé et la CPS sur cette réforme. Leurs précisions nous seront apportées ultérieurement. Les campagnes de dépistage gratuit du VIH reprennent. L'association Agir contre le sida organisait aujourd'hui l'opération Safe is Love à la mairie de Papeete. L'objectif, sensibiliser les jeunes et les adultes. Le virus circule toujours activement au Fénois. 25 nouveaux cas ont été enregistrés en 2025 et déjà 6 depuis le début de cette année. Le public a pu s'entretenir avec des professionnels et participer à des ateliers d'information. On écoute Teveari Frebo, membre de l'association Agir contre le sida. Dans les activités, les petits ateliers qu'on a aujourd'hui qui ont été mis à disposition par le CMIT de la direction de la santé, on parle principalement du VIH et de la syphilis qu'on teste aujourd'hui, mais on présente aussi les autres maladies pour dire aux gens que ben oui, il n'y a pas que le VIH et il y a des maladies sexuelles qui sont pas transmissibles que par les activités sexuelles d'ailleurs. Il y a toute cette sensibilisation là à faire et pour leur dire que une fois que cette action elle est finie, il y a encore les centres de dépistage anonymes, il y a encore des équipes de la direction de la santé qui sont là tous les jours pour accompagner tout le monde. Il faut aussi faire de nouveaux types de campagnes. Nous, on a choisi de faire une campagne sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur TikTok, avec un langage, le même langage TikTok que les jeunes, pour aussi enlever le tabou qu'il y a sur le VIH, que tout le monde ose en parler, que tout le monde ose se faire dépister, que ça devienne quelque chose de la vie de tous les jours en fait. Vigilance face à la leptospirose, l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale confirme une recrudescence de la maladie. 23 cas recensés depuis janvier. Le bilan est lourd, 21 hospitalisations dont 9 en réanimation et un décès confirmé. Après les récentes pluies, les autorités appellent à la plus grande prudence. Et à l'approche des municipales, place à notre page spéciale. La sincérité d'un scrutin est-elle réellement garantie? Dans cette page spéciale, nous plongeons ce soir dans les rouages de notre système électoral. Assesseurs et isoloirs, voici comment la démocratie se protège contre les fraudes. Nicolas Pérez. La Constitution française garantit que les résultats d'un scrutin reflètent fidèlement la volonté des électeurs, par les principes d'égalité, de liberté et de secret du vote. La sincérité du scrutin, c'est essentiel parce que ça garantit la confiance que le citoyen va avoir dans ses élus. Si on a un doute sur la sincérité du scrutin, on n'aura pas confiance dans les personnes qui seront élues. Donc c'est de l'intérêt de tous, y compris des candidats, de veiller à ce que le scrutin soit sincère. Isoloirs, enveloppes électorales font partie de l'arsenal garantissant cette neutralité, mais pas que. C'est au président du bureau de vote de faire la police du bureau de vote, mais c'est aussi aux autres candidats
qui seront sur place, aux délégués des partis, à chaque citoyen qui a le droit d'être dans le bureau de vote, de veiller à ce que les opérations se déroulent comme elles doivent être. La sincérité d'un scrutin est donc l'affaire de tous. Et en cas d'erreur constatée, chaque électeur a le droit, voire le devoir, d'en référer. Si un citoyen s'aperçoit qu'il y a un problème dans la façon dont est organisé le vote, il a la possibilité de mettre une remarque au dos du procès-verbal. Ces remarques, nous les lisons systématiquement le soir du vote. Elles sont lues et, selon la nature de l'intervention, transmises au juge. À noter que la présentation d'une pièce d'identité pour les communes de plus de 1000 habitants n'est pas une option. Dans les communes de plus de 1000 habitants, il faut montrer une pièce d'identité pour pouvoir voter. Même si le président du bureau de vote, c'est votre père, votre frère, un membre de votre famille, vous devez montrer votre pièce d'identité. Et souvent, c'est une situation qui crée un peu des soucis, parce qu'on dit « mais tu me connais, etc. » Oui, mais ils sont obligés de vous la demander. Donc du coup, on ne peut que vous conseiller de prendre les devants, de mettre personne en difficulté, vous montrez votre pièce d'identité. C'est fait, c'est une obligation, et comme ça, il n'y a plus de soucis. 219 000 électeurs sont attendus pour cette élection municipale. Tous peuvent donc exercer leurs droits et protéger la souveraineté du peuple, essence même de la démocratie. C'est l'homme ou la femme forte de la commune, mais connaît-on vraiment l'étendue de ses pouvoirs? Qui est le maire et quelles sont précisément ses missions? On décrypte cela avec vous, Sophie Yaurana. Yaurana Veimiti. Oui, car si l'on croise parfois notre maire au marché ou encore dans des cérémonies ou bien parfois dans des situations d'urgence, eh bien le maire a des missions au quotidien. Alors avant d'aborder plus concrètement ces missions au quotidien, on va voir ces quelques chiffres. Donc en Polynésie, il y a 48 communes et donc 48 maires. La Polynésie, vous le savez, elle est composée de 118 îles et atolls, un territoire aussi vaste que l'Europe. C'est pourquoi il y a aussi des communes associées. Elles sont 98 en Polynésie, ces communes associées. Elles sont réparties au sein de 30 des 48 communes, des maires qui ont des communes administrées, qui ont des maires délégués. On va donc parler plus concrètement maintenant des missions au quotidien des maires. Le maire est un véritable chef d'orchestre. Il est élu pour 6 ans. Il prépare et il exécute les décisions du conseil municipal, comme le budget, les travaux communaux, les écoles primaires ou bien encore les équipements sportifs et culturels. Bref, rien ne se fait sans son impulsion, Veimiti. Il est donc le patron de la commune. Oui, le patron de l'exécutif local, plus exactement. Il prépare le budget, il supervise les projets, il dirige les agents municipaux, il coordonne les services municipaux comme l'urbanisme, la voirie, les cantines, les associations et il veille également à la bonne gestion des finances locales. Et il a une deuxième casquette, le maire, puisqu'il est représentant de l'État. Cela signifie qu'il agit donc au nom de l'État. Oui, c'est exactement ça, Veimiti. Il célèbre les mariages, il délivre les actes de naissance et de décès, il organise les élections et il applique la loi sur son territoire. Il a aussi, le maire, une mission plus essentielle, celle de la sécurité. Il est le garant de la sécurité publique dans sa commune. Il assure la tranquillité et la salubrité. Il prend aussi des arrêtés, on le voit très souvent dans nos journaux, des arrêtés pour réglementer la circulation, prévenir les risques ou encore, par exemple, pour faire face à une situation d'urgence. Le maire a-t-il plus de responsabilités depuis l'adoption de la loi élargissant les compétences des communes votées à l'Assemblée nationale en fin d'année dernière, Sophie? Alors non, il n'a pas davantage de compétences, mais depuis cette loi, il peut désormais exécuter ses missions en toute légalité sans avoir à passer systématiquement par une loi du pays au préalable. Il peut initier des actions ou des projets pour le développement économique, social ou bien culturel de sa commune. Il peut aussi conclure des conventions avec le pays et aussi répondre plus rapidement aux besoins de la population. Le Tavana gagne donc plus en liberté d'action. Oui, c'est ça. Tout comme les élus en métropole, pour qui c'est le cas depuis de très nombreuses années, eh bien c'est aujourd'hui le cas pour nos élus locaux depuis la fin d'année dernière. Ils peuvent désormais agir plus directement dans des domaines essentiels, sans attendre, je le disais plus haut, systématiquement une habilitation spécifique du pays. Alors attention, cela ne donne pas tous les pouvoirs au maire et cela ne retire pas non plus les compétences au gouvernement. Le maire a juste plus de marge de manœuvre et de légitimité juridique. Merci Sophie pour ce décryptage. C'était l'essentiel à retenir ce soir sur les municipales 2026.
On termine avec la sécurité en mer, secours, narcotrafic et surveillance des pêches. Le bilan 2025 de l'État vient de tomber. Une mission colossale pour protéger près de 5 millions de kilomètres carrés d'océan. Entre sauvetage et saisie de drogues records, focus sur la protection de nos eaux. Thomas Chabrol et Naya Bennett. Un espace immense, stratégique et difficile à surveiller. Pour assurer sa présence, l'État mobilise les forces armées en Polynésie française, la gendarmerie maritime, les douanes et les affaires maritimes. En mer comme dans les airs, patrouilleurs, avions de surveillance et hélicoptères sillonnent le territoire. En 2025, la lutte contre les trafics illicites est restée au cœur des actions dans la continuité des années précédentes. 729 navires de plaisance ont été suivis par le Centre maritime commun. 4 opérations de lutte contre le narcotrafic ont été menées. Oui, je dirais le principe de la mer, c'est qu'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barbelés, donc c'est vrai pour les poissons, mais c'est vrai pour tous les types de trafic. Et donc on peut adresser ces enjeux qu'en coopérant avec nos voisins. Et s'agissant du narcotrafic, vous voyez bien que ce sont des réseaux qui remontent quand même très loin. Le produit vient plutôt d'Amérique centrale ou du Sud. Et donc l'enjeu, c'est de travailler avec tout le monde pour adresser collectivement ici dans le Pacifique Sud ce sujet. La surveillance des pêches des navires étrangers, mais aussi polynésiens, reste une priorité avec le suivi et le contrôle de centaines de bateaux. 380 ont été contrôlés, 161 survolés dans la zone économique exclusive et ses abords. Les nouveaux outils satellitaires apportent désormais plus de précision afin d'orienter les opérations de contrôle. On les suit, on les connaît, on les suit par satellite, on est capable de savoir où ils sont, on va les contrôler quand c'est nécessaire. Et puis c'est toute l'action partenariale avec l'ensemble des îles alentours et les États-Unis qui sont un partenaire important en matière de renseignement qui nous permettent aussi de connaître le flux maritime, les bateaux. Certains bateaux sont signalés, d'autres parce qu'ils ont des activités économiques qu'il faut contrôler. L'action de l'État en mer, c'est aussi le sauvetage. 533 opérations de secours ont été déclenchées l'an dernier, soit 3 opérations tous les 2 jours, des plaisanciers ou des pêcheurs en difficulté, parfois à des centaines de kilomètres des côtes. La protection de l'environnement occupe une place croissante dans l'action de l'État en mer, avec la surveillance des aires marines protégées en collaboration avec le pays, ou encore la lutte contre les pollutions. C'est la fin de ce journal. Maururu Met'ei pour votre fidélité. Dans vos programmes ce soir, votre magazine automobile de 0 à 100 km/h, suivi du documentaire inédit Mangareva Pearl Trail 2025, une immersion au cœur de la course au Gambier. Et enfin, retrouvez 2 épisodes de Station 19. Très belle soirée à tous sur TNTV. À demain, même heure. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.